Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester ensemble la New Pocket Go, qui est un petit peu la réponse des gens de chez BitBoy à la RG350 de chez Anbernic. La fiche technique est peu ou prou la même, c'est seulement dans son approche de conception que le produit est légèrement différent, ce qui lui permet aussi d'être légèrement moins cher. Alors s'agit-il d'un meilleur deal ou la 350 de chez Anbernic restera-t-elle indétrônable? C'est parti pour le test. Sur le papier, la Pocket Go est très similaire à la RG350 de chez Anbernic. Elles ont exactement la même fiche technique. Le même écran IPS de la même taille avec le même nombre de pixels, le même processeur, la même quantité de RAM. La quantité de stockage varie. On passe de 16 Go sur la Anbernic à 32 ici, mais ce sont des micro SD, donc de toute façon vous pouvez facilement faire varier ces valeurs à l'avantage de l'une ou de l'autre, mais dans leur approche visuelle, en revanche, ce sont des produits qui sont radicalement différents. Donc c'est surtout au niveau du design qu'il va y avoir le plus de changements. Et ça se voit dès l'emballage, puisque la Pocket Go a un chouette petit carton bicolore comme ça, avec ce petit arc-en-ciel fort joyeux. J'ai même presque envie de dire fort gai, n'est-ce pas ? Très sympa, même si le blueprint que cela forme n'a absolument aucun rapport avec le produit qui se trouve à l'intérieur et qui n'a absolument pas ce design-là. Mais bon, on a marqué Pocket Go en police de caractère 8 bits du plus bel effet. À l'arrière, il y a du texte qui est un petit peu bourré de fautes, ça c'est un peu dommage, par contre ils auraient pu faire attention. Par exemple, la résolution, je ne sais pas ce que c'est la résolution. Même chose, la Rechargeable Lithium Battery. Bon, c'est pas bien méchant, hein, mais voilà, c'est des petites choses, des petits détails qui peuvent faire un petit peu peur à certains consommateurs qui ont l'impression que quand il y a des fautes d'orthographe, le produit à l'intérieur est assez médiocre. Heureusement, la deuxième couche d'emballage est toujours aussi jolie que la première, avec ce petit logo Pocket Go vraiment magnifique, très moderne, hein, petit comme ça au centre de l'emballage, autrement tout gris. Et ensuite, sous la troisième couche, hein, c'est un peu comme les bonbons qui se coulent, il y a beaucoup de couches à l'intérieur, il y a la console immédiatement visible dans un chouette petit sachet avec un petit joystick dessus, même si c'est une croix directionnelle qu'on a sur le produit, mais enfin bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite allusion gaming sur l'emballage. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. En dessous de la cale de mousse et de carton, nous avons un petit sachet de papier bulle qui contient une notice qui est vraiment raikiki, on dirait celle d'un Kinder Surprise. Bon, ça ne sert pas à grand chose en plus, hein, c'est juste pour vous expliquer que le bouton A envoie la commande A à l'écran. Merci Captain Obvious. À l'intérieur de ce sachet, on a aussi le câble de recharge qui est, comme pour la Anbernic, un câble USB type C. Voilà, donc c'est bien. Petite once de modernité pour le câble. Et on a encore un lecteur de micro SD, c'est pas mal parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on rajoutera des jeux dans la console, hein, via la petite interface micro SD. Ok, très bien, bon, qualité basique mais ça fait toujours le travail, c'est bien. Et puis petite chose positive, ce petit détail qu'on avait déjà sur la précédente Pocket Go, les boutons sont interchangeables. Donc ceux d'origine, ce sont ceux-là. Moi, je les ai déjà retirés. Donc vous voyez, ils sont aux couleurs de la Game Boy. Deux boutons bordeaux et deux boutons gris anthracite. Et puis ceux qui sont fournis normalement séparément et que moi j'ai d'ores et déjà installés sur le produit, vous les voyez ici légèrement par transparence, ce sont des boutons aux couleurs de la Super Nintendo. Comme c'est plus coloré et plus joli, moi je les ai déjà mis en place. La console en elle-même, comme je vous le disais, arbore un design qui est vraiment radicalement différent de celui de la RG350. Hop là, avec un look qui est vraiment davantage axé rétro gaming. On est à mi-chemin, je dirais, entre de la Game Boy et de la Super Nintendo, surtout si vous avez choisi ces touches-là. Et le tout dans un package qui est plus fin, et notamment parce que le stick analogique, l'unique stick analogique de ce produit, hein, sur la Anbernic il y en avait deux, est un stick façon PSP, c'est-à-dire qui dépasse très peu, et donc l'ensemble rentrera beaucoup plus facilement dans la poche arrière d'un jean, par exemple, ce qui pouvait poser des problèmes sur la Anbernic. Croix directionnelle, vraiment super confortable, même chose pour les boutons. Le stick, il faudra s'y faire, forcément, c'est pas un stick comme on en a l'habitude aujourd'hui, hein. C'est quelque chose de totalement en plastique, il n'y a pas de caoutchouc dessus,
donc il est un petit peu plus glissant, mais une fois qu'on a bien posé son pouce dessus, il fait le travail. C'est juste pas la même sensation évidemment qu'un vrai stick. Voilà, bon, à part ça, sur le côté ici, on a tous les boutons, alors L2 et R2, en plus des L1 et R1 bien sûr, le bouton pour démarrer et pour régler le volume. Ici on branchera le casque si on le souhaite, la prise USB type C ici sur le dessus, et sur le dessous ils ont réuni non pas une mais deux interfaces micro USB. Donc celle qui contient les fichiers internes, les émulateurs et tout ça est accessible par l'utilisateur, et l'utilisateur pourra facilement rajouter une deuxième pour mettre ses jeux. Moi, je trouve ça bien d'avoir la première SD accessible, parce que le jour où vous voulez faire évoluer le firmware, par exemple, eh ben, vous ne serez pas obligé de désosser la console. En fait, le seul moment où vous serez obligé de désosser la console, c'est si vous voulez changer les boutons de couleur. Vous n'êtes même pas obligé de désosser la console quand vous voulez remplacer la batterie qui aurait un défaut ou qui serait morte d'usure, puisque vous avez une trappe à l'arrière qui permet d'accéder à la batterie, qui est une batterie de chez Xiaomi d'ailleurs, c'est assez intéressant, donc on trouve dans certains des téléphones de la marque. Immédiatement accessible, donc si vous avez un problème de batterie qui gonfle ou je sais pas quoi, eh ben vous pouvez facilement y accéder. Et ça vous évitera d'être obligé de désosser la console ou de la foutre à la poubelle si vous n'êtes pas bricoleur. Voilà, ça c'est vraiment cool. On voit de moins en moins malheureusement de produits avec batterie interchangeable. Voir une petite console comme ça, rétro gaming, pas cher en plus, proposer une petite fonctionnalité comme ça en 2020, moi personnellement, ça me fait énormément plaisir. Bien, alors je passerai rapidement sur l'interface de Dingux, qui est la même d'une console sur l'autre. Donc si vous avez déjà vu mon test de la RG350, vous la connaissez très rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu. En haut, vous avez une barre, vous voyez, là où il est marqué Application Émulateur Game, qui est en fait la barre où vous choisissez vos sections. Ensuite, vous avez la section en elle-même dans le milieu de l'écran. Et sur le bas, on a une barre d'état qui, par exemple, ici, m'indique qu'il me reste 8,8 Go sur les 32 Go de la carte interne. Pourquoi? Parce que comme il y avait 32 Go sur la carte interne et que c'est quand même beaucoup d'espace, je l'ai gavé au maximum, ce qui m'a évité d'utiliser une deuxième carte SD. Voilà. Donc les émulateurs, ça va de la NES jusqu'à la PlayStation 1, en passant par les habituels Mega Drive, Super Nintendo, etc. etc. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire là-dessus. C'est vraiment peu ou prou ce qu'on retrouve à chaque fois sur les machines sous Dingux. Donc on va peut-être lancer un petit jeu 8 bits, Game Boy ou NES, et qui ensuite sur les 16 bits et bien sûr 32 bits, qui sont les consoles qui posent le plus de problèmes à ce genre de petit appareil. On va commencer, je pense, avec de la Game Boy. Alors il n'y a qu'un seul haut-parleur sur la New Pocket Go mono, mais il est tourné vers le joueur et non pas vers le bas de la console comme c'était le cas sur la RG350, ce qui fait que même si on a du son mono, je le trouve personnellement plus clair, moi. En plus, faut pas oublier que la Game Boy Color, à l'origine, c'était aussi une Game Boy, une console mono comme ça. Bon c'est parfait, c'est fluide, il n'y a pas de screen tearing. Impeccable. Allez, on va pas insister, on va passer à des consoles un petit peu plus compliquées à émuler. Pas de problème non plus pour la Mega Drive, la première des consoles 16 bits, et en général la plus simple à émuler du lot. C'est rapide et fluide, zéro screen tearing. Pour le moment, rien à envier donc à la Ambernic. Alors je teste le sempiternel Super Mario Kart avec la Super Nintendo, parce que c'est souvent le jeu qui pose le plus de problèmes aux émulateurs Dingux, et ça rame beaucoup, donc on va tout de suite savoir si c'est bon ou pas. Ah, c'est super fluide, il n'y a pas d'input lag, il n'y a pas de drop de framerate manifeste.
Ah, ça fait vraiment plaisir de jouer à la Super Nintendo dans des bonnes conditions comme ça. Hein. Ça change. Pas mieux que la RG 350, mais pas pire non plus. Donc forcément, c'est plutôt une excellente nouvelle. Allez, on va passer directement à la console la plus puissante que vous pourrez émuler avec cette machine, la PlayStation 1, et ici donc le jeu Spyro Dragon. Pourquoi le jeu Spyro Dragon? Parce que c'est le seul qui me permet d'utiliser le stick analogique dans la liste de jeux PS1 que j'ai installé. Et le stick fonctionne très bien. Vous voyez là, je touche pas à la croix, hein, j'utilise le stick pour me déplacer, et c'est très agréable pour faire des tours complets facilement. Ça fonctionne bien. Voilà, alors il n'y a pas le deuxième stick analogique, mais franchement, il y a très peu de jeux qui ont besoin des deux sticks. Hein. Le seul qui me vienne à l'esprit, c'est Gran Turismo 2. Et en plus de ça, de toute façon, on n'aurait pas pu y jouer sur cette console, puisqu'il aurait fallu aussi avoir le clic des sticks qui permettait de changer de vitesse sur ce jeu-là. Donc voilà, là on est sur une console qui pourra jouer à tous les jeux, sauf Gran Turismo 2. Je veux dire, ça va, hein, tous les jeux sauf un... Je trouve que le compromis sur cette console est meilleur que celui qu'on avait avec la RG 350, où par exemple il y avait un moteur de vibration qui était pris en charge d'ailleurs par Spyro, mais qui était un peu faiblard et qui finalement servait pas à grand chose. Là on n'a pas tous ces petits gadgets, mais au moins on a un produit moins cher, et comme on est quand même à la base, hein, même avec la RG 350 d'ailleurs, sur du low cost, n'est-ce pas là ce qui compte le plus finalement, j'ai envie de dire, que le prix final. Alors attention, hein, tout n'est pas rose au pays de Dingus, hein, que ce soit sur la RG 350 ou sur la Pocket Go nouvelle génération, il y aura toujours des jeux qui vont ramer, comme ici Ninja Baseball Batman, qui est un super beat'em up borne d'arcade que je vous conseille vivement, et qui, comme vous pouvez le constater, rame du cul. Voilà, bon, vous pouvez pas avoir 100% des jeux fluides non plus, surtout en arcade où il y a beaucoup d'architecture de bornes différentes et où les émulateurs peuvent pas être accurate à 100% sur tous les jeux. Voilà, donc il y aura quand même des jeux qui vont ramer sur la New Pocket Go et sur la RG 350 aussi, hein, parce qu'elles ont exactement la même fiche technique. Mais la plupart des jeux passent bien, et c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Voilà, donc j'en arrive à la fin de mon test, et franchement j'ai été très satisfait par cette New Pocket Go, qui bien sûr est infiniment meilleure que l'ancienne, qui était sur un vieux processeur complètement dépassé. Là on est revenu un petit peu plus dans l'air du temps, et ça se ressent évidemment tout de suite quand on commence à jouer à des émulateurs un petit peu plus chiadés. Alors vous aurez remarqué que j'ai pas lancé des émulateurs comme celui de la N64, c'est vrai qu'il y a un émulateur de N64 maintenant sur Dingus, mais il est encore en version alpha, donc il n'est pas optimisé du tout, et comme tous les émulateurs qui ne sont pas optimisés, ça rame du cul, donc je vois pas l'intérêt de vous montrer un truc qui va tourner à 3 frames secondes, ce serait complètement absurde, les jeux N64 ne sont pas encore jouables au moment où je fais cette vidéo. Ce sera peut-être le cas plus tard, quand il y aura une version bêta, par exemple, de la console. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, bien sûr, je ne manquerai pas de revenir sur ce test pour vous montrer les jeux de N64. Pour le moment, ça n'est tout simplement pas utile. Voilà. Face à la RG 350, on est sur un produit que j'ai trouvé plus cohérent, moi. Par exemple, la RG 350, ils ont mis deux gros sticks cliquables et un moteur de vibration qui sont finalement assez peu utiles et qui font augmenter le montant de la facture, forcément. Ici, on n'a qu'un seul stick, ce qui conviendra pour 99,9% des jeux, y compris sur PlayStation. Donc c'est un choix intelligent, je trouve. Le moteur de vibration, il est pas là, mais franchement, il m'a pas manqué du tout. En plus, bon, on le sentait pas tant que ça, il n'était pas très puissant sur la RG 350, donc ne pas l'avoir mis n'est pas vraiment un gros manque. Ces petites économies permettent de vendre cet objet-là 10 à 15 € moins cher que la RG 350. Du coup, on trouve cette New Pocket Go aux alentours des 50 €. C'est vraiment pas cher par rapport à tout ce que le produit offre. Alors tout n'est pas parfait non plus, évidemment, hein. Le stick, évidemment, du fait qu'il soit plus petit, il est un petit peu plus glissant aussi. On n'a qu'un seul haut-parleur, la RG 350 en avait deux, mais ils n'étaient pas frontaux, ce qui est le cas ici. J'ai vraiment envie de dire que ces deux produits ont deux approches différentes, même s'ils ont la même fiche technique et qu'il faudra vraiment choisir en fonction de vos préférences personnelles. Moi, personnellement, si je devais en choisir une, ce serait la New Pocket Go pour un élément que je trouve nettement plus sympathique que sur la RG 350, qui est le design. C'est peut-être pas très important, mais c'est quand même un plus. Ça, et puis des petites choses qui m'ont quand même plu, comme le fait d'avoir accès à la micro SD interne,
sans avoir à démonter la console, ou le fait qu'on puisse accéder facilement à la batterie. Ce sont des petites attentions qui coûtent pas cher, hein. La preuve c'est que ce produit coûte moins cher que la RG350, mais qui sont néanmoins fort cool. Voilà, donc un chouette petit produit, idéal pour les petits budgets qui n'ont pas envie de mettre plus cher, ou qui n'ont pas envie de s'emmerder à bricoler une PSP, parce que je sais que Jean-Kevin, 17 ans, va me le dire dans les commentaires, que lui, il a acheté une PSP sur le bon coin, et qu'en bricolant un petit peu, il arrive à faire 10 fois plus de choses qu'avec ce produit-là. Mais c'est pas le sujet, là on parle d'un produit prêt à l'emploi. Et bien voilà, c'était le test de la New Pocket Go de chez BitBoy. Décidément, BitBoy fait des produits que personnellement je trouve vraiment réussis sur le plan de la conception. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des constructeurs qui s'attardent sur des petits détails aussi bêtes qu'une batterie amovible. Voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais moi personnellement, ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!